Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Scarlett Thomas. J'ai 26 ans. Le soir de mon mariage, je me suis retrouvée, sous la pluie devant une maison, dont j'étais propriétaire, enfermée dehors par l'homme que j'avais épousé 6 heures plus tôt. Je veux que vous y réfléchissiez un instant. Pas une exclusion métaphorique. Pas une exclusion émotionnelle. Littéralement. La clé dans la serrure. Je tourne. Rien. La lumière du porche éteinte. Ma robe trempée. Mon téléphone qui bascule sur la messagerie vocale. Les fenêtres des voisins plongées dans l'obscurité. Et moi, planté là. Le mascara qui coule. Tenant une paire de talons que j'avais enlevés parce que j'avais mal aux pieds. Je pensais. C'est ma nuit de noces. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà photographié tous les documents de cette maison 3 semaines avant la cérémonie. Mais revenons au début. Car cette histoire ne commence pas devant une porte verrouillée. Elle commence bien plus tôt. Dans une version de moi dont j'ai presque honte de me souvenir. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Et je le pense sincèrement. Avez-vous déjà vécu une situation où la personne censée vous aimer le plus était aussi celle qui vous voyait le moins? Où vous pouviez être juste en face de quelqu'un, pleinement présent, faisant de votre mieux, et cette personne vous traversait du regard comme du verre. Si vous connaissez ce sentiment, restez avec moi. Celle-ci est pour vous. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je vous promets que je les lis tous. Et je vous promets qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi je vous ai posé la question. Les gens qui nous connaissaient, Marcu et moi, pensaient que j'étais la plus chanceuse. Je l'entendais sans cesse. Aux enterrements de vie de jeunes filles. Au dîner. De la part de sa mère. Avec ce sourire particulier que les femmes arborent quand elles vous insultent tout en feignant de vous complimenter. Scarlett, tu as vraiment eu de la chance avec Marcu. Il va si bien prendre soin de toi. Prends soin de moi. Comme si j'étais un animal errant qu'il avait adopté. Marcu était architecte. Brillant. Certes. Élégant. Charmant. De cette façon qu'ont les hommes à qui l'on répète sans cesse qu'ils sont charmants. De façon instinctive, naturelle et totalement superficielle. Il avait des opinions bien arrêtées sur le vin. Il connaissait les bonnes adresses. Il se souvenait du nom des serveurs une seule fois. Puis plus jamais. Ce qui, selon lui, le rendait avenant. Mais que j'ai peu à peu compris comme une preuve de son côté calculateur. Ce que les gens ignoraient de moi, ce que je n'avais jamais vraiment mis en avant, c'est que j'étais titulaire d'un master en droit financier. Qu'avant de rencontrer Marcu à 23 ans, j'avais déjà réussi l'examen du barreau et que je travaillais comme jeune collaboratrice dans un cabinet spécialisé dans la protection du patrimoine et les litiges successoraux. Que j'avais grandi dans une famille où l'argent était synonyme de pouvoir et que je le maîtrisais parfaitement dès l'âge de 16 ans. Assise à la table de la cuisine de mon père, le voyant perdre tout ce qu'il avait bâti faute de l'avoir protégé correctement. Je savais exactement ce que signifiaient les documents. Je savais exactement ce que les signatures pouvaient impliquer. Je savais exactement comment le nom d'une personne sur un document pouvait faire la différence entre posséder un bien et en être expulsé. Mais Marcu l'ignorait. Ou plutôt, Marcu savait que j'avais quelques connaissances juridiques et en avait déduit que j'étais assistante juridique. Je ne l'avais jamais contredit. Non pas par honte, mais parce que, très tôt, une petite voix en moi avait enregistré cette supposition et l'avait discrètement mise de côté. C'est important. Souvenez-vous-en. Nous nous sommes rencontrés au vernissage d'une galerie chez un ami commun. Il était sûr de lui. J'étais épuisée après une semaine de travail de 70 heures et je sirotais un verre de Malbec dans un coin. Il s'est approché et m'a dit « Tu as l'air d'être venue seule et d'en être contente. » Ce qui était vrai. Et astucieux. Et je me suis dit « Celui-ci est intéressant. » Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je travaillais dans le droit. Il a hoché la tête avec l'approbation vague de quelqu'un qui m'avait déjà catalogué. Puis il est passé à autre chose.
Il a passé les 20 minutes suivantes à parler d'un bâtiment qu'il concevait à Copenhague. J'ai posé de bonnes questions. Il rayonnait. J'allais comprendre plus tard que c'était là le modèle de toute notre relation. J'ai posé de bonnes questions. Il rayonnait. Je lui ai fait de la place. Il s'est épanoui. Je gérais les détails, le bail, les factures, l'assurance, les courses, les réservations au restaurant, tandis qu'il évoluait dans l'atmosphère exaltante de la vision créative et du travail important. Et lentement, insidieusement, comme ces choses se produisent toujours trop progressivement pour qu'on s'en aperçoive avant d'y être déjà profondément impliqué. Je suis devenu invisible. Pas à tout le monde. Je tiens à le préciser. Mes collègues m'ont vu. Ma mentor au cabinet, une femme nommée Patricia qui portait les mêmes boucles d'oreilles en perles tous les jours et qui possédait l'esprit juridique le plus redoutable que j'ai jamais rencontré. Elle m'a vu. Ma mère m'a vu. Mais Marcu voyait une femme qui savait gérer la situation. Une femme qui était, pour reprendre son terme, compétente. Il le disait comme un compliment. Cela sonnait comme une étiquette. Scarlett s'occupe de ce genre de choses. Scarlett est douée pour les détails. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Scarlett va s'en occuper. Je veux vous parler d'une nuit en particulier. Car c'est lors de certaines nuits que se révèlent les schémas. Nous étions à un dîner chez son collègue Daniel. 8 personnes étaient réunies autour de la table. Le cercle professionnel de Marcu. Pour la plupart, d'autres architectes, un promoteur immobilier, et un couple dont je n'ai jamais vraiment compris le rôle exact dans sa vie. J'étais assis entre la femme de Daniel, charmante et que j'appréciais beaucoup, et un homme nommé Gareth qui travaillait dans l'immobilier commercial. Gareth m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Marcu assis de l'autre côté de la table, en pleine conversation avec quelqu'un d'autre, s'est tourné vers moi et a dit « Elle m'aide à organiser ma vie ». Puis il s'est retourné. Un silence d'une demi-seconde s'installa. Gareth me sourit poliment. La femme de Daniel remplit mon verre de vin. J'ai répondu « En fait, je travaille dans le domaine du droit de la protection du patrimoine. Litige successoraux, structure de fiducie, ce genre de choses. » Gareth haussa les sourcils. « Oh, ça c'est un travail spécialisé. Avec qui vous entraînez-vous » Je lui ai dit. Son expression a changé. Ce changement si particulier qui survient quand on réalise à qui on s'adresse. On a eu une vraie conversation. Une bonne conversation. Il m'a donné sa carte à la fin de la soirée. Sur le chemin du retour, Marcu resta silencieux un moment. Puis il dit « Tu étais en pleine conversation ce soir. » J'ai dit « J'étais en pleine conversation. » Il a dit « Tu n'es pas obligé de jouer la comédie pour les gens. » Scarlett. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Et quelque chose en moi s'est figé. Profondément. Cette phrase était importante. Je ne comprenais pas encore tout à fait pourquoi. Mais je l'ai conservée. C'était l'idée de Marcu. Présentée comme à son habitude. Comme un fait accompli. Il avait déjà parlé à mon père. Montré la bague à ma mère. Et annoncé la nouvelle à sa propre famille. Quand il est arrivé jusqu'à moi, la demande en mariage était moins une question qu'une annonce, agrémentée d'un bijou. J'ai dit oui. Parce que je pensais, et je tiens à être honnête, car l'honnêteté est la seule chose qui vaille la peine d'être dite, que ce que nous avions été authentique. Imparfait, certes, déséquilibré, assurément, mais authentique. Je pensais que sous les apparences, les suppositions et l'effacement désinvolte, se cachait quelque chose qui pouvait s'épanouir. J'avais tort. Mais pas de la façon stupide dont on le suppose en disant « elle aurait dû le savoir ». J'avais tort de cette façon profondément humaine qui arrive quand on aime quelqu'un et qu'on s'obstine à choisir l'interprétation la plus indulgente de son comportement jusqu'à ce que l'évidence devienne impossible à ignorer. Les preuves, lorsqu'elles sont apparues, étaient on ne peut plus claires. 3 mois avant le mariage,
La mère de Marcus est venue passer une semaine chez lui. Elle s'appelait Vivienne. Elle était élégante, d'une élégance presque carnassière. Elle portait du lin dans des couleurs qui inspiraient confiance. Huître, écrue, un bleu pâle particulier. Elle avait un avis sur tout et le formulait comme une observation. Une forme de manipulation psychologique très spécifique et efficace. Le deuxième jour de sa visite, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé Vivienne et Marcus assis à la table de la cuisine avec une pile de papier. Les finances du mariage, que je gérais, comme la plupart des choses. Marcus leva les yeux et dit. Maman était en train de passer en revue le budget. Elle avait quelques idées. Vivienne sourit. J'espère que ça ne te dérange pas. Chérie. Je voulais juste m'assurer que Marcus comprenait bien son engagement financier. J'ai posé mon sac. J'ai dit. Bien sûr. Elle a ensuite entrepris de m'expliquer, sur le ton de quelqu'un expliquant un concept complexe à un enfant, pourquoi l'acompte pour la salle était risqué étant donné qu'il n'était pas remboursable. Et si nous avions envisagé que la liste des invités était peut-être trop longue par rapport au coût de restauration. Et si Scarlett, c'est-à-dire moi, n'avait peut-être pas pleinement réfléchi aux implications en aval du contrat avec le fleuriste. Je l'ai laissé terminer. J'ai ensuite précisé. L'acompte comprend une clause de force majeure qui couvre l'insolvabilité du lieu de réception et 3 catégories de catastrophes naturelles. Le contrat de traiteur est à prix fixe par personne avec un plafond, et non à l'unité, ce qui nous permet d'économiser environ $400 compte tenu du nombre actuel d'invités. Quant au contrat avec le fleuriste, il inclut une clause de substitution que j'ai négociée précisément parce que j'étais préoccupée par les problèmes d'approvisionnement saisonnier. Silence. Vivienne regarda Marcus. Marcus regarda sa tasse de café. J'ai pris mon sac et je suis allée me changer. Ce soir-là, après que Vivienne se soit couchée, Marcus est venu me trouver dans le bureau. Il s'est assis sur le bord du bureau et a dit « Tu l'as mise dans l'embarras ». J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai corrigé un malentendu. Elle essayait d'aider, elle essayait de me faire croire que je ne savais pas ce que je faisais. Elle avait tort. Je lui ai expliqué pourquoi. Marcus serra les lèvres. Tu peux être très froide parfois. Scarlett. Je n'ai rien dit. Il a quitté la pièce. Et c'est cette nuit-là précisément. Assise dans la lueur bleue de mon ordinateur portable. Dans la pièce qui était techniquement un bureau partagé, mais qui était en réalité ma chambre. La pièce où je travaillais. Où je réfléchissais, et où j'existais dans les parties de moi-même que Marcus ne voyait pas, que j'ai commencé à faire plus attention. Ce qui s'est passé ensuite. J'hésite presque à vous le raconter. Car cela m'oblige à admettre ce que je savais déjà et combien de temps j'ai laissé la situation perdurer. Mais je crois que c'est important. Je pense que c'est dans l'écart entre savoir et agir que réside la part la plus authentique de cette histoire. J'ai commencé à remarquer des choses. Au début, des broutilles. Une conversation téléphonique avec Marcus qui s'est interrompue à mon arrivée. Un relevé bancaire apparu sur le plan de travail de la cuisine et qui a disparu avant que je puisse le lire correctement. Un week-end passé à rencontrer un client dans une autre ville. Sans facture. Sans suivi. Sans aucun résultat professionnel. Je ne l'ai pas confronté. C'est ce que les gens ont le plus de mal à comprendre. Pourquoi ne l'ai-je pas confronté? Car j'avais appris, au fil d'années de pratique juridique, une leçon que la plupart des gens découvrent trop tard. La confrontation sans preuve n'est que du bruit. Elle donne à l'autre l'occasion de s'adapter. De détourner l'attention, de manipuler. Elle révèle votre jeu avant même que vous ayez constitué votre dossier. Alors au lieu de confronter, j'ai observé. Et je me suis préparé. Voici ce que je veux que vous compreniez concernant les semaines précédant ce mariage. En apparence, j'étais une mariée. J'ai fait des essayages de robes. J'ai goûté du gâteau. J'ai souri sur les photos. J'ai écrit les adresses sur les enveloppes à la main. Car la mère de Marcus avait dit que c'était plus personnel.
j'ai joué tous les rôles d'une femme amoureuse de sa nouvelle vie. À l'intérieur, j'étais en train de constituer un fichier. Non pas parce que j'avais décidé de partir. Pas encore. Mais parce que quelque chose dans ma formation, les années de travail juridique, l'observation, l'écoute avait éveillé en moi une sorte de lucidité professionnelle qui allait de pair avec un espoir profond. J'aimais Marcus. Je savais aussi que l'amour sans preuves écrites n'est qu'un sentiment. Et que les sentiments ne résistent pas à l'épreuve des tribunaux. J'ai photographié les documents financiers auxquels j'avais accès. J'ai noté les comptes que je reconnaissais et ceux que je ne reconnaissais pas. J'ai parlé avec précaution, de manière indirecte, sous couvert d'une hypothèse professionnelle, à un collègue spécialisé en droit matrimonial. J'ai mis à jour mes propres relevés bancaires. J'ai transféré mes économies personnelles sur un compte à mon nom uniquement, que j'avais ouvert discrètement, sans faire de bruit, dans une banque avec laquelle Marcus n'avait aucun lien. Et 3 semaines avant le mariage, j'ai fait une dernière chose. Je me suis penchée sur les documents hypothécaires de la maison que nous allions partager en tant que couple marié. La maison que Marcus avait achetée 2 ans plus tôt, avant que nous nous mettions ensemble. La maison où j'avais emménagé, à laquelle j'avais contribué financièrement par le biais des dépenses communes, et dont nous avions convenu du moins, je le croyais, qu'elle deviendrait la propriété conjointe après le mariage. J'ai lu chaque page. Et j'ai trouvé quelque chose. Je vais faire une petite pause ici. Car je veux que vous restiez avec moi pour la suite. Ce que j'ai découvert dans ces documents n'avait rien de dramatique au premier abord. Il fallait des connaissances juridiques pour en comprendre les implications. Mais une fois qu'on comprenait, une fois qu'on voyait ce que signifiait cette structure de propriété dans le contexte d'un mariage, dans le contexte des accords financiers que nous avions évoqués, c'était bouleversant. La maison était placée dans une fiducie. Une fiducie d'un type particulier, établie avant notre relation, qui avait été modifiée 8 mois plus tôt pendant nos fiançailles pour inclure une disposition qui, en cas de mariage, empêcherait toute revendication de droit sur les biens matrimoniaux par un conjoint. Quelqu'un l'avait fait délibérément. Quelqu'un qui avait consulté un avocat. Quelqu'un qui avait planifié, avant même l'achat des alliances, de s'assurer que je n'aurais aucun droit sur la maison. Quels que soient les accords verbaux conclus, quelle que soit ma contribution, quel que soit ce qu'une personne raisonnable jugerait équitable. Je suis restée longtemps assise par terre dans le bureau. Je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré. Je ne crois pas. Je pense que ce qui s'est passé était plus discret. J'ai senti comme une conclusion. Comme un verdict. Comme une porte qui se ferme. Dans un fracas. Dans un clic. J'ai repensé à Vivienne qui examinait le budget de mariage. J'ai repensé à Marcus qui me disait que j'étais froide. J'ai repensé à tous ces dîners où je m'étais effacée pour qu'il se sente important. J'ai repensé à la remarque elle organise, m'avait lancée à une table de ses collègues alors que j'étais assis à 1 mètre de là. Et puis j'ai pensé à la table de la cuisine de mon père. Aux documents qu'il n'avait pas lus avec suffisamment d'attention. À ce qu'il a perdu parce qu'il ne l'avait pas protégé. Je me suis dit, je suis bien la fille de mon père. Mais je ne commettrai pas la même erreur que lui. J'ai maintenu le mariage. Je sais ce que vous pensez. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Partir à ce moment-là aurait été une décision émotionnelle. Une décision impulsive. Assise par terre avec ces documents. J'avais déjà décidé que je ne prendrais plus de décisions impulsives. J'avais un plan. Il n'était pas encore finalisé. Mais j'avais une direction. Et le mariage, paradoxalement, en faisait partie. Car le mariage légal, avec un certificat, une date et une juridiction, crée des droits qui ne peuvent pas toujours être abrogés par contrat, indépendamment de ce que prévoit un acte de fiducie préexistant. Selon la manière dont ces droits sont exercés, selon les contributions qui peuvent être démontrées, selon la façon dont le mariage est célébré et les déclarations faites pendant celui-ci, je devais d'abord être une épouse. Ensuite, je devais être avocate. Alors je me suis tenue devant l'autel.
J'ai enfilé la robe. J'ai prononcé les mots. J'ai souri à Marcus. Il m'a souri et j'ai pensé. Je te vois maintenant. Complètement. Et je n'ai plus peur. Ce n'était même pas le plus difficile. La réception était magnifique. Je tiens à le préciser. Car je ne suis pas du genre à gâcher chaque souvenir pour justifier ce qui s'est passé ensuite. Les fleurs étaient exactement comme je les avais demandées. Le repas était délicieux. Les discours étaient touchants. Ma mère a pleuré. La mère de Marcus a esquissé son plus beau sourire. À un moment donné de la soirée, je me trouvais près du bar avec mon amie Diane, l'une des rares personnes au monde à me connaître pleinement. À avoir vu se dérouler toutes les versions de cette situation au fil de mois de conversations prudentes et circonspectes, et elle s'est penchée vers moi et m'a dit « Ça va ?» J'ai dit « Oui ». Et elle m'a regardé un instant. Puis elle a dit « Tu es la mariée la plus calme que j'ai jamais vue. » J'ai souri. J'ai dit « Je sais quelque chose qu'ils ignorent. » Et elle me regarda un instant de plus. Puis elle dit « Eh bien, c'est tout. » Elle m'a tendu mon verre. Nous sommes retournés à la fête. Nous devions aller dans la suite d'hôtel que Marcus avait réservée pour notre nuit de noces. J'avais donné mon accord. Nous avions prévu de quitter la réception ensemble, de passer la nuit à l'hôtel et de commencer notre lune de miel le lendemain après-midi. Voici ce qui s'est passé à la place. Vers 11 heures, Marcus a dit qu'il devait passer à la maison chercher quelque chose qu'il avait oublié. Il est resté vague sur la nature de cette chose et qu'il me rejoindrait à l'hôtel. Il l'a dit rapidement, d'un air distrait. Il avait bu plusieurs verres. Sa cravate était desserrée. Il m'a embrassé sur la joue et est parti. J'ai attendu 1 heure. Il n'est pas venu à l'hôtel. J'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS. Pas de réponse. À 1 heure du matin. Encore en robe de mariée. J'ai pris la voiture pour aller à la maison. Parce que quelque chose, un instinct animal que j'avais discipliné pendant des mois mais qui était toujours là. Toujours actif me disait d'y aller. La maison était sombre. Sa voiture était garée dans l'allée. Je suis allée à la porte d'entrée et j'ai utilisé ma clé. Ça n'a pas marché. Je suis restée là un instant. Dans le silence de cette rue résidentielle. Sous la pluie qui avait commencé à tomber depuis 1 heure environ. Vêtue d'une robe qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Et j'ai compris. J'ai parfaitement compris. La serrure avait été changée. La nuit de mes noces. Je veux que vous y réfléchissiez. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas restée là à pleurer sur le perron d'une manière qu'il aurait pu filmer. Voir ou utiliser plus tard. Je suis retournée à ma voiture. Je suis montée dedans. Je suis restée assis au volant un long moment, à écouter la pluie sur le toit. Puis j'ai pris la route pour l'hôtel. Car j'avais une chambre. J'étais fatiguée et il n'y avait rien à gagner à faire quoi que ce soit d'autre ce soir-là. J'ai enlevé ma robe. Je l'ai soigneusement accrochée à la porte de la salle de bain. J'ai commandé un repas en chambre car je n'avais presque rien mangé à la réception. Assise près de la fenêtre, j'ai contemplé la ville et j'étais profondément calme. J'ai envoyé un SMS à Diane. C'est arrivé. Elle a répondu en 30 secondes. Je suis là si vous avez besoin de moi. J'ai répondu. Je vais bien. À partir de demain. Et puis je me suis endormie. Le lendemain matin, Marcus envoya un SMS. Il arriva à cet H43 et disait « Il faut qu'on parle. Je serai à la maison. » J'ai répondu « Bien sûr. » J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec soin. J'ai mis un chemisier crème et un pantalon anthracite. Un ensemble que je savais professionnel et affirmé sans être agressif. J'ai attaché mes cheveux. Je me suis maquillée avec la même attention méticuleuse que celle que j'apporte à la préparation d'une déposition. Puis j'ai appelé Patricia. Patricia, qui avait été ma mentor pendant 3 ans. Patricia qui, au fil de plusieurs mois de discussions approfondies, m'avait aidé à comprendre précisément les options juridiques qui s'offraient à moi
et dans quel ordre les mettre en œuvre. Patricia qui, la semaine précédente, avait déposé plusieurs documents en mon nom à l'insu de Marcus. J'ai dit. C'est arrivé hier soir. Patricia a dit. D'accord. Ça va. J'ai dit. Oui. Je vais à la maison maintenant. Elle a dit. N'oubliez pas. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Vous êtes là pour établir le record. J'ai dit. Je sais. Elle a dit. Scarlett, tu as tout fait correctement. Fais confiance à ton travail. J'ai dit. Oui. Marcus était dans la cuisine quand je suis arrivée. Il avait un café. Il n'avait pas l'air d'un homme qui avait passé la nuit dans un confort triomphant. Il avait plutôt l'air d'un homme qui s'était persuadé de faire quelque chose de difficile et qui se retrouvait maintenant face à la femme à qui il l'avait fait. Et qui trouvait la tâche plus ardue que prévu. Eh bien, il a dit. Je pense que vous savez pourquoi je vous ai fait venir ici. J'ai dit. Dis-moi. Il a dit, et je tiens à vous rapporter les propos exacts car c'est important, qu'il pensait que le mariage avait été une erreur. Qu'il avait été contraint de l'accepter. Qu'il tenait à moi. Mais que nous avions des aspirations différentes. Et qu'il pensait qu'il valait mieux en parler maintenant plutôt que de laisser la situation s'envenimer. Il a dit que la maison était à son nom là. Il m'a jeté un regard presque scrutateur, comme pour observer ma réaction, et qu'il supposait que nous pourrions trouver un arrangement concernant mes affaires personnelles. Il a dit tout cela sur le ton raisonnable et empreint de regret d'un homme qui croyait avoir tous les atouts en main. J'ai tout écouté. Quand il eut fini, j'ai dit. Vous avez changé les serrures hier soir. Il a dit. J'avais besoin d'espace. J'ai dit. Le soir de nos noces. Il a dit. Scarlett, j'ai dit. Non. Je ne vais pas discuter avec vous. Je veux juste confirmer. Pour que ce soit bien clair. Ce que vous me dites. Vous dites que ce mariage était une erreur. Que vous voulez y mettre fin et que vous considérez la maison comme votre propriété. C'est bien cela. Il cligna des yeux. Le pour que ce soit clair avait fait son chemin. Oui. Enfin, on va s'occuper des détails pratiques. Mais j'ai dit. Merci. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message. Il a dit. Que fais-tu? J'ai dit. J'ai besoin de récupérer quelques affaires. Et je suis allé dans le bureau. Ce qu'il ignorait, c'est que le bureau contenait un classeur. Et dans ce classeur, au cours des 3 derniers mois, j'avais discrètement et méthodiquement ajouté des copies de documents. Relevés financiers, relevés bancaires, correspondances, documents hypothécaires, actes de fiducie, et un registre imprimé de toutes les dépenses partagées que j'avais réglées pendant les 18 mois passés dans cette maison. Un registre de chaque contribution financière, domestique, professionnelle, qui pouvait être justifiée et quantifiée. J'ai emporté le classeur avec moi. Il n'était pas grand. Il tenait dans le coffre de ma voiture. Marcus s'est approché de la porte du bureau et a demandé. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu. « Mes fichiers de travail. » Ce qui était vrai. Il a dit. « Scarlett, je pense que nous devrions, j'ai dit. Je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat. » Il a dit. « Votre avocat. » Et je l'ai regardé alors, je l'ai vraiment regardé. Probablement pour la première fois depuis des mois. Sans le filtre de l'espoir, de l'amour ou du désir de voir quelque chose qui n'était pas là et j'ai dit. Marcus, tu croyais que je faisais quoi dans la vie? C'est ici que je veux ralentir. Car c'est dans les 30 prochains jours que l'histoire se déroule réellement. Et je ne veux pas précipiter les choses. J'ai emménagé chez Diane. J'allais travailler tous les jours. Je m'habillais bien. Je mangeais. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, avec précaution, que Marcus et moi nous séparions. Je l'ai entendu pleurer. J'ai tenu le téléphone fermement et j'ai dit, je vais bien. Maman, je te le promets. J'ai un plan. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas appelé nos amis communs. Je n'ai envoyé ni courriel ni lettre.
et je n'ai fait aucune déclaration publique. Je suis resté silencieux, comme l'est une salle d'audience à huis clos. Non pas vide, non pas inactif, mais contenu. Durant cette période, Marcu ne resta pas silencieux. J'ai appris, par des canaux qui existent toujours dans les cercles sociaux qui se recoupent, qu'il avait dit à tout le monde que nous nous étions éloignés l'un de l'autre, que Java était difficile, que le mariage était une décision mutuelle. Il préparait, je l'ai compris, son récit. Il construisait les fondations d'une histoire où il serait raisonnable et moi déraisonnable, et où toute cette histoire serait certes triste, mais inévitable. J'ai appris plus tard qu'il avait également consulté un avocat. Son avocat lui a sans doute dit ce que tout avocat compétent lui aurait dit. Que la structure de la fiducie était solide, que la maison était protégée et qu'un mariage de moins de 48 heures engendrait un risque juridique minimal. Son avocat n'avait pas tort. Au sujet de la maison. Mais la maison n'était pas la seule chose. Voici ce que Marcu ignorait de moi durant ces 30 jours. Il ignorait que Patricia avait déjà déposé, en mon nom, une plainte auprès du barreau de l'État concernant un avocat, non pas l'avocat de Marcu, mais un autre avocat. Un avocat qui avait une relation très particulière avec une affaire financière très spécifique que je ne détaillerai pas ici car elle est en cours, mais une plainte qui, lorsqu'elle serait rendue publique, affecterait la réputation professionnelle de Marcu d'une manière qui n'avait rien à voir avec notre mariage et tout à voir avec un accord commercial qu'il avait conclu avec une personne en qui il n'aurait pas dû avoir confiance. Il ignorait que j'avais passé les 3 mois précédents à consulter un expert comptable judiciaire au sujet de certains flux financiers qui apparaissaient dans des documents auxquels j'avais accès. Des flux qui suggéraient un comportement qu'un organisme de réglementation jugerait intéressant. Il ignorait que j'avais tenu des registres méticuleux des 18 mois de dépenses partagées que j'avais versées au ménage. Et qu'en vertu d'une disposition spécifique du droit de l'État applicable au partenariat domestique précédant un mariage formel, une disposition obscure mais parfaitement valable, ces contributions créaient un droit reconnu, totalement distinct de toute question de biens matrimoniaux. Il ignorait que Gareth, l'homme rencontré au dîner et qui m'avait donné sa carte, travaillait pour une société de promotion immobilière qui commençait à envisager de confier un contrat important à la firme de Marcu. Et que Gareth, dans le cadre normal de ses vérifications professionnelles, avait demandé une enquête qui avait révélé certaines informations qu'il jugeait, non pas le terme qu'il a employé, mais celui auquel j'ai pensé lorsqu'il m'a appelé disqualifiante. Il n'était au courant de rien. Parce que je ne lui avais pas dit. Parce que je ne joue pas. Je livre. Le 29e jour, j'ai reçu un appel de l'avocat de Marcu. Le ton était différent de celui que j'imaginais au début de ces 30 jours. Mesuré. Prudent. Il a utilisé une expression résolution mutuelle qui m'a tout dit sur la façon dont Marcu avait vécu les 4 semaines précédentes. J'ai dit que je demanderais à mon avocat de le contacter. J'ai appelé Patricia. J'ai dit. Il est prêt. Elle a répondu. Je sais. J'ai eu des nouvelles de son avocat ce matin. J'ai demandé. Qu'est-ce qu'il propose? Elle me l'a dit. J'ai dit. Non. Elle a dit. Je sais. J'y retournerai. Ce qui s'est passé lors des négociations est, à certains égards, moins important que ce qui s'est passé publiquement. Les accords à l'amiable sont confidentiels. Ce qui ne l'est pas, c'est la réputation professionnelle, le statut professionnel, le réseau de relations, de recommandations et de présomptions sur lequel repose l'activité d'un architecte. Le nom de Marcu a été retiré de la liste des candidats retenus pour le projet de développement de Gareth le 19e jour. Le 23e jour, le bulletin d'une association professionnelle, une publication institutionnelle et austère qui constituait néanmoins le principal canal de communication de son réseau professionnel, publia un bref article concernant une question de licence mise au jour lors d'un contrôle de routine. C'était en détail. C'était factuel. C'était dévastateur. Le 27e jour, Vivienne m'a appelé. Pour la première fois depuis le mariage.
Elle m'a demandé s'il y avait un moyen de discuter de tout cela en famille. J'ai répondu. Je ne pense pas que nous soyons une famille. Oh Vivienne. Mais j'apprécie votre appel. Et elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit. Je ne savais pas qu'il allait le faire de cette façon. J'ai dit. Je sais. Un autre silence. Elle a dit. Tu étais au courant de tout. N'est-ce pas? Avant le mariage. J'ai dit. J'ai fait preuve de toute la diligence requise. Elle n'a rien dit d'autre. J'ai entendu sa respiration. Puis elle a dit. Vous êtes remarquable. J'ai dit. Je suis la fille de mon père. Et j'ai raccroché. 30e jour. Je suis allé au cabinet. Je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fait le travail que je fais toujours, un travail minutieux, précis et important qui existe entièrement en dessous de la surface de la façon dont la plupart des gens comprennent le monde. Patricia est passée à mon bureau vers midi. Elle a déposé une enveloppe en papier craft. Elle a dit « Accord à l'amiable ». Il a accepté. Je l'ai ouvert. Je l'ai lu attentivement en entier. Chaque clause, chaque disposition. Puis je l'ai signé et je l'ai rendu. Elle a dit « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi. J'ai dit « Calibré ». Elle a ri d'un vrai rire. Le genre qu'elle ne laissait pas souvent échapper. Bon mot. J'ai dit « Patricia, as-tu jamais douté que cela fonctionnerait » Elle réfléchit. Elle dit « Non. » Mais j'ai vu ça échouer chez des gens qui n'ont pas su garder leur calme assez longtemps. Qui n'ont pas su tenir bon dans les moments difficiles. J'ai dit « Ce n'était pas si difficile. » Elle m'a regardé. Vraiment. Et j'y ai repensé. À la nuit de noces sous la pluie. À la chambre d'hôtel. Au room service que j'ai pris seul en robe de mariée. Aux 30 jours de silence. Au travail quotidien et minutieux de ne pas réagir. De ne pas jouer un rôle. De ne donner à Marcus aucune occasion de lire ou de répondre. J'ai dit. Le plus difficile. C'était l'hôtel. Prononcer les mots. Les penser vraiment. Et savoir ce que je savais. Et elle hocha lentement la tête. C'est ce qui aurait brisé la plupart des gens. J'ai dit. Je sais. Je veux vous parler de la dernière fois que j'ai vu Marcus. Ce n'était pas à une table de négociation. Ce n'était pas lors d'une confrontation publique dramatique. C'était dans un café, un lieu neutre. Un terrain d'entente. Choisi par lui pour une conversation que son avocat lui avait apparemment conseillée. Il avait changé. Plus petit. Peut-être. N'est pas le mot juste. Plus déterminé. Sans doute. Comme un homme qui a mené à bien un calcul complexe et abouti à une conclusion qu'il aurait préféré ignorer. Mais qu'il ne peut plus contester. Il a dit « Je vous ai sous-estimé ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « Je pensais que vous étiez juste », j'ai dit « Je sais ce que vous pensiez ». Il resta silencieux. Il regarda par la fenêtre. Puis il dit « C'était quoi cette histoire avec Gareth ?» C'était, j'ai répondu. Je n'ai rien orchestré. J'ai eu une conversation avec un contact professionnel. Gareth a pris ses propres décisions. Marcus m'a regardé. Tu savais ce qu'il allait trouver. J'ai dit. Je savais ce qu'il y avait à trouver. Il a analysé la situation. Puis il a déclaré. La structure de confiance était solide. J'ai dit. C'était le cas. La maison a toujours été à toi. Je le savais. Il a dit. Alors, qu'est-ce que c'était que j'ai dit. Marcus. La maison n'a jamais été le problème. Il me fixait du regard. J'ai dit. Tu m'as rendu invisible pendant 2 ans. Avant même notre mariage. Tu as tout fait pour que je n'ai pas accès à ce que j'avais contribué à construire. Tu as changé les serrures le soir de nos noces. Tu as dit aux gens que nous nous étions éloignés parce que tu pensais que je n'avais aucun moyen de réagir. Je me suis légèrement penchée en avant. La maison vous appartenait. Mais votre nom dans ce secteur, dans ce réseau professionnel,
dans l'estime des gens, dont vous avez passé 15 ans à cultiver l'opinion, cela a toujours été exposé à la vérité. Il n'a rien dit. J'ai pris mon café. J'ai dit. Je n'ai rien pris qui n'était pas réel. Marcus. Je me suis simplement assuré que ce qui était réel devienne visible. J'ai fini mon café. Je me suis levé. J'ai pris mon sac. J'ai dit. Tu disais aux gens que je gérais ta vie. Tu n'avais pas tort. J'ai juste arrêté. Et je suis parti. Voilà ce que je veux vous dire. Où que vous soyez, quelle que soit la version de cette situation que vous vivez. Ce qui a été le plus efficace dans toute cette affaire, ce n'était pas le classement des dossiers. Ce n'était ni l'expertise comptable, ni la plainte déposée auprès du barreau, ni la conversation lors du dîner avec Garrett. C'étaient des tactiques. Elles ont eu leur importance, certes, mais elles étaient purement tactiques. La chose la plus importante que j'ai faite a été de décider clairement, très tôt, sur le sol d'un bureau, dans une maison où mon nom allait bientôt tomber dans l'oubli, d'arrêter de demander à Marcus de me voir. Cesser d'assurer la visibilité de quelqu'un qui a choisi de ne pas regarder. Il y a une fatigue particulière à se sentir sous-estimé par quelqu'un qu'on aime. Elle est différente de celle qu'on éprouve face à un inconnu ou un ennemi. Elle est d'autant plus intense qu'elle est teintée d'espoir. La possibilité constante qu'en s'expliquant mieux, en étant plus présent, ou en accomplissant quelque chose d'indéniable, l'autre finira par revoir son jugement. Ils ne le feront pas. Toujours. Parfois, le changement n'intervient que lorsque le coup de l'inaction devient réel. Marcus s'est adapté. Finalement, dans un café, autour d'un café que j'avais commandé et payé moi-même, il s'est adapté. Mais je tiens à être clair. Son changement d'attitude n'était pas une victoire. Il n'était même pas particulièrement satisfaisant. À ce moment-là, j'avais déjà dépassé le stade où son opinion à mon égard m'était utile. La victoire a été le jour où j'ai décidé de ne plus en avoir besoin. Je m'appelle Scarlett Thomas. J'ai 26 ans. J'ai un master en droit financier dont je n'ai jamais parlé lors de dîners mondains. J'ai une mentor qui porte les mêmes boucles d'oreilles en perles tous les jours et qui a cru en mon travail alors que j'apprenais encore à y croire moi-même. J'ai une amie, Diane, qui, lors d'une réception de mariage, s'est enquise de mon bien-être et a compris, en 2 mots, tout ce qu'elle avait besoin de savoir. J'ai une carrière. J'ai des économies. J'ai un système de classement qui s'est avéré, à plusieurs reprises, être la chose la plus importante dans une pièce. Et j'ai tiré une leçon qui m'a coûté 2 ans et une nuit de noces sous la pluie, mais que je n'échangerai pour rien au monde. Ne faites pas étalage de vos compétences pour des personnes qui ne font pas attention. Concevez-le. Documentez-le. Utilisez-le quand c'est important. Laissez-les supposer. Laissez-les organiser leur monde autour d'une compréhension de vous qui soit confortable, réductrice et totalement erronée. Qu'ils changent les serrures. Car rien ne révèle mieux votre véritable nature à quelqu'un que le moment où il réalise ce qu'il vient d'ignorer. Si cette histoire vous a touché, si un passage a fait écho à une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, laissez un commentaire. Dites-moi où vous êtes. Dites-moi ce qui vous a particulièrement marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui se trouve devant sa propre porte verrouillée, essayant de comprendre s'il a le droit d'être en colère, le droit d'agir, le droit de faire confiance à ce qu'il sait, envoyez-lui ceci. Parce que la réponse est oui. Ils le font. Du fait. Et le moment venu, et il viendra. Ayez confiance en votre travail.